partons pour très loin dans le futur, puisque nous allons en 2873 dans la ville de Novena. C'est l'époque et le lieu où se déroule le comics The One Hand and the Six Fingers, une histoire de polar et de science-fiction publiée chez Urban Comics en ce mois de tout à la fin du mois de janvier, j'allais dire en mois de février. Alors ce comics, il est un petit peu particulier, à la fois dans sa forme et dans son pitch. Je vous explique un petit peu le principe. On parlera plus de la forme en fin de podcast. The One Hand of the Six Fingers, ce sont en fait deux comics, deux histoires. Deux histoires qui racontent en fait les mêmes événements, mais sous un angle différent. Alors, ces histoires sont écrites par Ramvi et Dan Waters et dessinées par Lawrence Campbell et Sumit Kumar. Et ce sont deux histoires en fait complémentaires. Alors, nous sommes donc en 2873, comme je l'ai déjà dit, dans une métropole, Néo-Novena. Et que se passe-t-il dans cette métropole? Eh bien, le détective, un vieux détective roublard, Harry Nasser, totalement rincé par des années de boulot, s'apprête à quitter la police parce que il a effectué des années et des années de bons et loyaux services. C'est même carrément l'histoire démarre, c'est la fête de fin de boulot, quoi. C'est-à-dire que ses collègues de boulot lui rendent hommage, etc., etc. Et là arrive une nouvelle affaire, et Harry, qui est un peu du genre tenace, décide de s'y intéresser malgré les contre-indications de sa chef. Alors c'est quoi cette nouvelle affaire? Eh bien en fait il semblerait que le tueur à la main a repris du service. Alors le tueur à la main, c'est un tueur en série que Harry Nasser avait non seulement coffré une première fois il y a quelques années, mais une deuxième fois. Et voilà donc, au moment où il part en retraite, ce tueur refait surface. Alors ce qui est un petit peu étonnant, c'est que il l'a déjà arrêté une fois, une deuxième fois, et puis il y a une troisième fois, il revient. Donc quel est ce mystère? Alors le mode opératoire de ce tueur en série, c'est simplement qu'il découpe des gens, qu'il prélève du sang et qu'il inscrit sur un mur une espèce de code hiéroglyphique, c'est pas facile à dire. Et voilà donc Harry plongé dans une nouvelle affaire qui évidemment va l'amener très très loin. Et dans The Six Fingers, nous suivons Johannes Veil, un universitaire qui a priori un grand avenir devant lui, mais ce jeune homme en fait est quand même un petit peu, entre guillemets, perturbé, puisqu'il a des visions dans lesquelles il se voit tuer des gens et écrire des hiéroglyphes sur un mur. Et évidemment, ça vous rappelle quelque chose. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser à ce Johannes. Est-ce que c'est lui le tueur? Pourquoi tue-t-il des gens? Comment se fait-il qu'il ne s'en rend pas compte? Est-ce qu'il est manipulé par quelqu'un? S'agit-il d'un cas, par exemple, de possession? Bref, tout est absolument possible dans The One Hand and the Six Fingers. Le premier tome se termine sur un suspense terrible. Ça sera une série en 6 épisodes, en 6 volumes, et j'ai très hâte de voir la suite parce que c'est vraiment très très prenant. Alors, en termes d'ambiance, la community manager de Urban Comics a décrit ça comme étant un mélange de Seven et de Blade Runner. Alors, Seven, aucun problème, on est vraiment bien dans une ambiance à la Seven avec cette ville qui est perpétuellement sous la flotte, ces scènes de crime, on est vraiment sur les codes de Seven et du thriller horrifique sans aucun souci. Et puis, Blade Runner, j'avais quelques doutes au départ, en fait, quand j'ai parcouru les épisodes pour la première fois. Et en réalité, si. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans une ville, ce qui est assez curieux, c'est que ça se passe en 2873, mais ça donne l'impression que la technologie n'a pas tant évolué que ça. Les voitures ont le même aspect que les voitures d'aujourd'hui, les téléphones portables ont exactement le même aspect. Bref, qu'est-ce qui fait que la ville soit futuriste? Bah, c'est tout simplement qu'il y a des drones qui parcourent les rues, et puis il y a des humanoïdes. D'ailleurs, à un moment donné, Harry va dans une maison close, et puis il y a un incident pendant qu'il fait sa petite affaire avec une jeune demoiselle, c'est que l'humanoïde se bloque. Et donc, voilà, il y a donc une question d'humanoïde et d'androïde. J'ai l'impression que j'emploie les deux termes un peu de manière synonyme. Euh, il y a donc bien en fait des robots dans cette ville. Est-ce que ça va avoir une importance pour la suite? Pour l'instant, ça n'en a pas. C'est pour ça que le contexte SF, pour l'instant, n'est pas tellement mis en avant dans cette histoire. À l'origine de cette intrigue et de ces deux séries, il y a donc, je l'ai dit, Ramvi et Dan Waters. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils n'avaient pas forcément énormément insisté sur le fait que les séries sont le miroir l'une de l'autre.
Ce qui fait que lorsque le premier numéro est sorti, le marketing n'insistait pas énormément sur le fait que ce soit en réalité deux séries complémentaires. Le Poteau Rose aura été révélé très très vite parce qu'il y a quand même une charte graphique qui est assez visible. Puis rien que ces histoires d'hiéroglyphes, etc., qu'on retrouve dans les deux séries, se recoupent très facilement. Alors, c'est intéressant de la manière dont Urban Comics a décidé de présenter les deux, parce qu'en fait, on a un épisode de One Hand, on a un épisode de The Six Fingers, parce qu'en fait, c'est une lecture assez active, c'est-à-dire qu'on est obligé en fait de lire les épisodes par rapport à l'autre série. Donc, quand on lit The Six Fingers, bah, on a The One Hand en tête et on recoupe les informations. Évidemment, les deux séries vont finir par se croiser d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisque pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que les deux personnages principaux se croisent déjà dans chacun des deux premiers épisodes. Donc ça ne révolutionne rien pour le moment. C'est très prometteur. Et oui, effectivement, grosse influence Seven, petite pour le moment influence Blade Runner. Mais en tout cas, moi, j'achète et je compte bien aller jusqu'au bout. Le côté feuilletonnant est aussi particulièrement intéressant, puisque là, nous n'avons que les premiers épisodes de chaque série. Et c'est là, en fait, que Urban a un petit peu changé de ses habitudes. C'est-à-dire, normalement, c'est le genre de série qui sortirait en album cartonné avec tous les épisodes réunis ensemble. Et en fait, Urban a décidé de les sortir en mensuel. Donc, c'est un mensuel de 2 fois une vingtaine de pages, avec comment dire, un épisode de chaque série, vendu 7,90 €, je ne dis pas de bêtises. Et donc, le côté feuilletement va fonctionner à bloc. C'est-à-dire une fois que vous avez lu ces épisodes fin janvier, ben, pour voir la suite, il va falloir attendre fin février, etc., etc. Donc, c'est intéressant de proposer cette expérience de lecture au lecteur. On est sur un format souple, donc ce qui explique aussi le tarif, 7,90 €. Je ne vois pas comment on peut faire moins cher sur le marché actuel. 7,90 €, 2 épisodes. Je vous laisse faire le calcul du coup à l'épisode. Vu le format, bon, je ne vois pas trop comment on peut faire. En plus, on a un papier glacé de qualité. Enfin, la couverture, c'est pas du carton dur, mais ça tiendra dans le temps pour peu qu'on fasse attention. Euh, donc voilà, on a quand même un produit qui est certes fin, c'est un fascicule, mais qui est quand même réussi, je trouve, dans sa forme. Par contre, bah, et ça, on l'avait déjà fait remarquer avec Doupe dans nos recommandations de janvier. Je vous invite à écouter le podcast il est sur la chaîne. Euh, le problème, c'est que ça revient quand même relativement cher, 7,90 fois 6. Je vous laisse faire le calcul. Par rapport à un album à 30 qui aurait été vendu aux alentours d'une trentaine d'euros, bah, ça commence quand même à coûter un petit peu plus cher. Donc l'expérience feuilletonnante coûte quand même un petit peu cher au lecteur. À noter qu'il y aura une version, il y aura un fourreau dans lequel on pourra venir ranger les 6 fascicules. Donc ça, c'est plutôt sympathique et ça permettra d'avoir un bel objet à la fin. Mais bon, il n'empêche que à le suivre comme ça de manière mensuelle, bah, ça nous fait payer plus cher entre guillemets les épisodes. Donc à voir si le lectorat français va y trouver son compte, si la série est suffisamment forte pour attirer les lecteurs français. Qui sait, hein, peut-être que si ça trouve son public, eh bien peut-être que nous pourrions avoir d'autres expérimentations dans le domaine du souple avec 2 épisodes à 7,90. À voir. En tout cas, l'initiative est intéressante. On ne pourra pas reprocher à Urban Comics de ne pas avoir essayé des choses. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bon signe quand les éditeurs, je trouve, tentent des trucs. Et je suis assez curieux de savoir si ça va trouver son public. En tout cas, la qualité est là, tant dans le dessin que dans le scénario, et tant d'ailleurs dans la traduction. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas cité le traducteur. D'habitude, j'en parle toujours traduction. Maxime Ledin, voilà, c'est fait. The One and the Six Fingers, il y avait énormément, j'avais entendu énormément de bien. Je suis très content de voir que, bah écoutez, moi j'ai été totalement conquis par cet album. 7,90, vous pouvez tenter le coup pour 2 numéros. Si ça vous plaît pas, bah, vous arrêtez, tout simplement. Et si ça vous plaît, bah, vous pouvez continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.